bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de CGY, l'émission numéro 3. Bienvenue, je suis Doc, et aujourd'hui, je ne serai pas accompagné de mon camarade Bibi, puisqu'il est parti de l'autre côté de l'Atlantique, le Vénard, mais j'ai un nouveau co-animateur, de grand talent également. Je vous présente mon ami Pez. Et bonsoir tout le monde. Bonjour Pez. Bienvenue dans l'émission en tant que co-animateur. Ça fait très plaisir de te rejoindre, le Doc. Ça fait un petit moment que j'écoute l'émission et c'est un réel plaisir aujourd'hui de pouvoir continuer l'aventure avec toi et d'accueillir ce soir notre nouvel invité. Un rigueur, monsieur Guillaume Boudeville. Salut Guillaume. Bien le bonsoir, bien le bonjour. Oui, ça dépend de l'heure à laquelle on écoute le podcast. Alors donc, tu es rigueur, donc on va continuer notre série d'interviews par rapport au workflow d'une prod 3D. Donc on avait commencé par le concept art, on avait fait ensuite le modeling, et maintenant donc on arrive à l'étape du rig, la fameuse étape du rig, ce métier un petit peu, comment dire, mal aimé, on peut dire. J'irai pas jusque-là. Alors tu vas nous en parler. Donc du coup, voilà. C'est quoi ton métier ? Présente-toi un petit peu, et puis dis-nous un petit peu, décris-nous un petit peu ton métier dans les grandes lignes. On veut tout savoir. Ok, alors, je m'appelle Guillaume, j'ai commencé la 3D il y a un paquet d'années. J'ai commencé à l'ESRA, Superphographe, c'est une école à Paris, mais je crois qu'il y a d'autres sections. Donc un profil plutôt généraliste dans la 3D et pendant, on va dire que mon expérience la plus notable, c'est que je suis resté un peu plus de 10 ans à Illumination MacGuff, qui était à l'époque encore MacGuff et pas Illumination. Et puis me voici aujourd'hui dans le sud de la France à Dwarf Lab, à Dwarf Animation, avec donc le Doc et Pez. Et donc le rig, ça, dans les grandes lignes, ça consiste en quoi ? On va aller un peu plus dans les détails, mais Alors le rig, c'est effectivement un métier un peu compliqué à expliquer. Moi, j'ai tendance à toujours l'expliquer aux néophytes par une comparaison avec une marionnette. En gros, on a l'ébéniste, donc qui était le modeleur de la précédente émission, qui s'occupe de sculpter la marionnette. Et nous, en fait, au rig, ce qu'on va faire, c'est créer les fils et créer le chevet qui va permettre de donner de la vie à cette marionnette. Pour rentrer plus dans le détail, dans vraiment le métier, c'est en gros tout simplement c'est poser une ossature c'est poser un squelette sur une géométrie et venir influencer, déformer la géométrie par le biais de cette ossature et donc faire en sorte que toute la géométrie puisse bien se déformer suivant voilà. Suivant ce qu'on t'a demandé, suivant quoi. Ce qu'on doit en faire, voilà. Dans les grandes lignes, voilà. Ok. D'accord, on peut dire que tu es un peu le papa de la marionnette, un des papas de la marionnette qui va apporter sa petite pierre à l'édifice, contribution, voilà, pour donner vie à notre personnage. Par rapport à ça, donc parle-nous un peu plus, oui, du côté scolaire. Est-ce que le rig, c'est quelque chose que tu voulais faire depuis le départ, ou c'est progressivement pendant ton cursus que tu as voulu t'orienter vers cette spécialité? J'ai commencé la 3D, je pense, comme à peu près tout le monde, par les bases. Donc, j'ai beaucoup fait de modeling pour commencer et un peu d'anime. Mais bon, faire de l'anime sans rig, ça devient compliqué. Donc, comme j'étais au collège bien avant de faire mes études de 3D.
Et du coup, comme je voulais faire de l'anime, j'ai été obligé de mettre les mains dans le cambouis parce que c'est clairement ça le rig. Et du coup, de faire des rigs, alors au début, qui étaient vraiment bêtes et méchants. Simpliste, mais ouais. Super simpliste. Et puis, on parle d'une époque, c'était il y a 20 piges, hein, donc on n'avait pas les mêmes outils dont on dispose aujourd'hui. Et c'était sur quel logiciel que t'as démarré? Ton premier rig, tu l'as fait sur quoi? Je l'ai fait sur 3D Studio 4. Ah oui, donc c'était même pas 3ds Max, c'était 3D Studio. Ouais. 3D Studio 4, ouais. Et puis après, j'ai découvert Maya. Ça, c'était à l'école. Et du coup, justement, c'était un peu une espèce de comment dire, de step, quoi, à franchir. C'est quand je suis passé sous Maya, j'ai redécouvert le rig d'une autre façon, parce que c'était pas du tout amené de la même façon sur 3DS et sur Maya, enfin à l'époque tout du moins. Et du coup, c'est vraiment là que j'ai pris plus d'ampleur dans ce métier, où je me suis senti, j'ai vraiment senti que c'était un truc qui m'intéressait de plus en plus. Et comme j'ai un esprit assez cartésien et assez matheux, peut-être moins artistique, mais voilà, c'est ce qui m'a conduit fatalement à aller vers ce poste-là. D'accord. Et alors du coup, voilà, tu nous dis ça, mais qu'est-ce qui t'a, à ton avis, pour toi, quelles sont les compétences indispensables à avoir pour être rigueur? Ou à développer, parce que tu disais je suis matheux, etc., je suis cartésien. Est-ce que c'est une condition sine qua non? Est-ce que c'est Je pense pas. Je pense que la qualité première d'un rigueur, c'est de pas avoir peur de rechercher, de se dire que de pas s'arrêter au premier problème, c'est d'avoir vraiment beaucoup de rechercher. Dès qu'on a un souci, on demande pas à droite à gauche, on regarde avec toute aujourd'hui c'est beaucoup plus simple en plus parce qu'il y a internet à notre disposition, donc il y a énormément de tutoriaux, de choses comme ça qui sont disponibles, mais il faut vraiment chercher par soi-même, découvrir le soft sur lequel on est en train de bosser et se dire ah tiens ça fait ça fait ça, ah ça va peut-être me permettre de faire ça, et vraiment d'aller de test en test et puis des fois c'est bête, on arrive à faire des choses qui paraissent vraiment ultra simples, mais la méthode qu'on a employée, parce que c'est ça qui est bien avec le rig, c'est que ça nous permet de partir d'un point A pour arriver à un point B. On peut utiliser mais énormément il y a énormément de façons d'arriver à ce point B en partant du point A, quoi. Et c'est à force d'expérimenter, à force, donc pour vraiment répondre à ta question, voilà, la principale caractéristique que je pense qui est importante pour un rigueur, c'est vraiment d'avoir ce côté je recherche par moi-même et j'essaie de trouver de la bidouille, en fait, vraiment la curiosité de la bidouille, quoi. Tout à fait. D'accord. Ok. C'est vrai que à entendre, même en vous voyant évoluer sur la prod, on se rend compte que oui, le métier de rigueur, c'est quand même énormément de recherche, beaucoup de travail solitaire, et pour un résultat au final Attention à ce que tu vas dire. Non, mais mesure tes mots. Bien souvent, c'est vrai que on met souvent, je dénigre pas le département qui suit le rig, mais on met bien souvent en avant l'animation, mais on oublie peut-être un peu trop souvent justement les rigueurs qui en amont font tout un travail de fourmi, tout un travail pour aider l'anime de recherche solitaire comme ça. C'est sûr que d'expérience, pour l'avoir entendu par des gens haut placés dans le milieu, on travaille dans un film d'animation et fatalement c'est l'animation qui ressort le plus. Et oui, c'est sûr que si on veut la gloire, on ne fait pas du rig, ça c'est clair. Ah, si on veut pas oui. Si on veut la gloire à l'extérieur. L'homme de l'ombre. Oui, voilà. Ouais. Oui, on est d'accord. Dans le studio non plus, c'est pareil. Oui, mais sans les rigueurs, on ferait pas grand-chose finalement. Ah, mais bien sûr. Évidemment. Donc voilà, c'est comme peu importe le département dans lequel on est. De toute façon,
on est une chaîne de production et il y a aucun département aujourd'hui qui est négligeable. Sinon, il n'existerait pas ce département de toute façon. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs sous-catégories dans ton métier? Est-ce qu'il y a des rigueurs spécifiques à, je sais pas, des choses très mécaniques, enfin genre des pelles mécaniques, des robots, des machins, et d'autres qui sont plus organiques ou Alors, on pourrait le voir comme ça, on pourrait le différencier de cette façon-là, avec effectivement, comme tu dis, c'est un super bon mot, organique, mécanique. Bah, sachant que déjà la modée, on s'oriente sur de l'orga ou méca, ceux qui sont plus spécialisés sur les environnements, plus les persos. Donc, est-ce que aussi sur le métier de rigueur, on va s'orienter plus sur des profils comme ça ou... On peut, mais je pense que fondamentalement, c'est pas enfin, bosser sur de l'organique ou bosser sur du mécanique, c'est pas ça qui est important. C'est plus pour moi les sous-catégories du rig. C'est pareil, on pourrait dire, voilà, quand tu dis ça, ça fait un peu penser à la différence entre un caractère et un props. Pour moi, la philosophie de riguer un caractère ou d'un props, elle est exactement la même. La seule différence, c'est que il y a, pour moi, là où c'est important et là où il y a des sous-catégories de rigueur, c'est qu'il y a des rigueurs qui vont être beaucoup plus techniques et des rigueurs qui vont être beaucoup plus artistiques. Ce qu'on attend d'un rigueur technique, ça va être pardon pour le mot, mais de vraiment chier le rig, de vraiment construire l'ossature et de faire quelque chose qui fonctionne, Alors qu'un rigueur artistique, ça va plus être un fabricant et on va attendre de lui spécifiquement que dans sa déformation, on ait une déformation qui soit celle que le directeur artistique ou peu importe la personne qui a besoin de ça, que la déformation qui soit faite soit celle qui est attendue. Et du coup, là, c'est plus du paint. Ça ressemble plus finalement, je dis du paint parce que le skinning, c'est essentiellement du paint. Du coup, là, on attend vraiment plus un profil artistique pour que les shapes, quand le personnage va se déplacer, va bouger. Alors oui, je parle de personnage parce que c'est plus facile de l'exprimer sur un personnage, mais que quand on va bouger, peu importe la partie du corps, qu'on ait vraiment une déformation, qu'on attend que les pliures soient propres et voilà. Et là, on attend plus un profil artistique pour ça. D'accord. Donc moi, la subclassification, c'est plus par rapport à ça. Après, oui, c'est sûr que va y avoir des rigs qui vont être beaucoup plus mécaniques, qui vont demander moins de déformation et qui vont pas demander les mêmes compétences techniques, on va dire, que sur du caractère, ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Mais ouais, pour moi, ça reste du rig pur et dur. Et en fait, je différencie le rig et le skin, en fait, essentiellement. Ouais. Mmh. D'accord. Alors le skinning, c'est quoi? Le skinning, c'est le fait, justement, ce que je disais tout à l'heure. Le rig, c'est vraiment poser l'ossature et faire en sorte qu'on ait des interactions entre nos os, entre guillemets, qui se passent bien, alors que le skinning, c'est vraiment l'attache de la géométrie à cette ossature. Et du coup, c'est elle qu'on va voir au final. C'est comme la peau sur un être humain. Le vrai rigueur, c'est pas le vrai rigueur, mais le rigueur technique va poser le squelette, tandis que le rigueur artistique va skinner la peau à ce squelette. Donc c'est l'influence en fait voilà. des joints sur la modée en fait, sur les polygones. En fait, les polygones, chaque vertex de la géométrie va avoir ce qu'on appelle des weights, donc des poids. Et ces poids vont être répartis entre plusieurs joints. Les joints pour nous c'est des os, c'est des bones. Et par exemple si on a deux joints et qu'on a un point, les weights ça se passe entre 0 et 1 toujours. Et du coup on peut dire je veux que tu sois influencé à 75% donc à 0,75 sur ce joint et à 0,25 sur ce joint-là. C'est-à-dire que quand on va déplacer le joint A où le vertex est skinné à 0,75,
il prendra beaucoup plus d'influence que si on bouge le joint B, auquel il est attaché à 0,25. C'est pas très clair dit comme ça, mais non, mais c'est une influence des joints sur les polygones. C'est ça. Ok. Et donc, du coup, petite question piège. Te vois-tu plus comme un artiste, un rigueur artiste, ou plus comme un rigueur technicien pour le coup? Maintenant on ferait 2 classifications. Bah, plus technicien pour le coup, de par mon bagage déjà et parce qu'aujourd'hui c'est essentiellement ce que je fais. Je fais très peu de skin. La fabrication, on la laisse plus à nos graphistes, mais là aujourd'hui j'occupe plus un poste de TD rig finalement que de rigueur, et c'est beaucoup plus de dev et de partie technique que développement d'outils que vraiment de fabrication. Alors je fais toujours de la fabrication, mais à moindre mesure que nos graphistes ici. Et alors, est-ce qu'il est nécessaire pour un rigueur qui veut devenir un très bon rigueur de connaître le code, enfin de savoir coder, parce qu'apparemment tu dis que tu fais du dev. Effectivement, dans le rig, il faut développer. Pas nécessairement. Pas nécessairement, tout dépend là où on va aller. C'est un énorme plus. Parce que qu'est-ce que tu développes justement? Tu dis je code, je développe, mais c'est quoi? Eh ben, on développe essentiellement beaucoup de tools pour nous, comme on est dans une politique de production. L'idée c'est toujours finalement de gagner du temps. Donc comment on fait pour gagner du temps? On automatise des choses. C'est-à-dire que par exemple, on sait aujourd'hui en rig, mais c'est pas que le seul département où c'est comme ça, mais que on va utiliser des modules de façon récurrente. Certains, par exemple un module de bras, un module de bouche, d'œil, peu importe, ou même plus sur du props, je sais pas, une roue ou un follow de voiture par exemple. C'est des modules qu'on va pré-développer, une espèce de template en fait, qu'on va préfaire pour justement que les graphistes n'aient pas à le refaire systématiquement. Ils utilisent ce qu'on leur a mis à disposition, et du coup au lieu de passer je sais pas, mettons 2 jours à faire quelque chose, ils passeront qu'1 heure dessus parce que il y a le travail qui est pré-mâché. Et l'idée c'est toujours fatalement de raccourcir les délais de production, et c'est dans cette logique d'optimisation et d'automatisation que on crée ce genre d'outils. Après, on développe aussi d'outils pour d'autres départements, mais à l'heure actuelle, pour l'instant, là où aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est plus sur nos propres outils que les outils des autres. Ok. Et du coup, alors, là, tu nous parles d'outils. Pourquoi? On a bien compris qu'il y avait un réel besoin d'augmenter les cadences de travail en réduisant le temps aussi de travail. Un outil de rigueur, c'est quoi? Comment on peut parler d'un outil, peut-être quelque chose qui serait récurrent, que vous utilisez, s'il y en a un qui te vient par exemple à l'esprit, qui permet de dégager pas mal d'avantages, mais aussi qui a des inconvénients. Là, si de suite j'ai envie de balancer un pavé dans la mare, j'irais jusqu'à dire autorig, mais on va peut-être rester dans un premier temps sur un outil un petit peu que tu... Alors l'autorig, c'est quoi qu'on appelle un autorig? Même moi, à la limite, je saurais même pas répondre à cette question. Un autorig, au sens premier, c'est un rig automatique. Donc tout dépend c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on développe plus des rigs modulaires que par exemple un rig entier de personnages. Ça se fait, on en trouve sur Internet. Mais c'est quoi un rig modulaire? Un rig modulaire, c'est ce que je te dis, c'est plus qu'on va privilégier le fait de
finalement de développer des modules, par exemple sur un personnage, je vais prendre l'exemple, de développer un module d'œil, un module de bouche, ou même on peut rentrer encore plus modulaire après, mais je resterai à la première phase, ça sera déjà pas mal. Un module de bouche, un module de spine pour la colonne vertébrale, un module de leg, un module d'arme, un module de doigt. Et en fait, c'est ces modules-là qui vont être conçus de façon différente et qu'on va interconnecter les uns aux autres pour arriver au résultat final. Donc là, en l'occurrence, un personnage. Donc fatalement, on va connecter le module du doigt au module de la main, qui va être connecté au module du bras, qui va être connecté au module de la spine, etc., etc. Donc en fait, c'est plusieurs petits autorigs. C'est ça, quelque part, tu pourrais dire que, mais en fait, aujourd'hui, quand on parle d'autorig, on l'entend au sens large et on s'imagine que c'est un truc où on appuie sur un bouton et ça génère directement tout le rig sur un personnage. Voilà, cassons un peu le mythe de l'autorig. Mais ça se fait, hein, ça se fait. Aujourd'hui, ça se fait toujours. On pense à Advanced Skeleton, par exemple, qui est assez populaire. Par exemple, moi, c'est pas ma philosophie, c'est pas comme ça que je vois mais aujourd'hui, c'est ce que je vous disais. On peut arriver c'est ça qui est bien dans le rig, c'est qu'on peut arriver au résultat escompté de multiples façons. Donc, il y a pour des raisons X ou Y, que ce soit des questions de budget, il y a des solutions qui seront privilégiées à d'autres parce que elles auront un réel intérêt à ce moment-là de la production. Mais nous, dans notre optique modulaire, voilà. Modulaire. Toi, t'es plus dans le. Ok. Du coup, qu'est-ce qui t'as l'air tellement passionné par ton boulot. Qu'est-ce qui te plaît dans ton boulot et qu'est-ce qui te plaît le moins? Qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui te plaît le moins? Alors, réponds pas le rig parce que c'est un peu facile. Alors, ce qui me plaît le plus, c'est le rig. Et ce qui me plaît le moins, c'est l'animation. Ah, la guerre, ça y est. Non, on n'ouvre pas les vannes. Ce qui me plaît le plus, fondamentalement, c'est que on a un corps de métier qui est assez vaste. C'est la recherche, c'est le fait de commencer quelque chose et de finalement, même avec de l'expérience, on apprend toujours. C'est un métier où on peut pas se reposer sur ses lauriers, on peut pas se dire ça y est, je sais tout faire, on saura jamais. Et c'est ça qui est bien dans le rig, c'est qu'il y a toujours, faut avoir après cette soif, enfin cette envie de toujours parfaire ce qu'on veut faire. Mais ce qui me plaît le plus, c'est d'avoir toujours le sentiment d'apprendre des nouvelles choses. Que ça soit par le biais d'autres graphistes, même des plus jeunes qui arrivent, ils ont aussi appris des choses, ils ont vu des choses d'autres boîtes ou quoi que ce soit. Des techniques, des manières de faire. Tout à fait. Et c'est vachement intéressant de se confronter à tout ça et d'apprendre des autres ou d'apprendre toujours par soi-même ou par les médias, par Internet, de voir, parce qu'il y a quand même une belle communauté sur Internet de rigueur, enfin il faut la connaître, mais il y a une communauté de rigueur qui est qui a cette soif d'apprendre, de faire avancer les choses, et c'est ça pour moi le truc primordial, enfin vraiment ce que je préfère faire, enfin ce que je préfère dans mon métier. Après, il y a aussi un truc qui est quand même particulier dans notre métier, qui est super intéressant, c'est que dans le workflow, donc là je vais parler uniquement de Maya et pas de post-production, mais dans le workflow de production, on est un peu au cœur de tous les autres départements. C'est-à-dire qu'on est après la modélisation, le surfacing. Bon, ça peut être en parallèle, mais on est après le modeling et on est avant l'animation et le layout. Et du coup, on se retrouve bien souvent à faire office de passerelle. Et comme on est le département le plus technique dans ce workflow-là, souvent c'est à nous c'est nous qu'on appelle à la rescousse pour trouver quels sont les problèmes. Voilà, donc je rebondis encore une fois là-dessus, ce que je disais, qualité première de rigueur, c'est de toujours rechercher, parce que on est toujours confronté à des problèmes qu'on n'a jamais rencontrés,
Et parce que les graphistes, bah voilà, font toujours des erreurs. Hein, mais nous Je les ne vois premiers, pas de quoi tu parles. nous les premiers. Mais voilà, du coup, être toujours confronté à. Ce sont toujours des demandes farfelues entre guillemets, des demandes que vous On va aviez dire- pas prévues, quoi. On va dire que oui. Après, tu vois, par exemple, ce qui est le côté moins glamour, c'est finalement toujours pareil. C'est quand il y a un problème qui est récurrent et qu'on doit systématiquement réexpliquer ou remontrer comment il faut corriger ce problème et que 2 mois après on redemande, etc. Voilà, c'est la redondance qui fait que ça peut être un peu pénible. Mais ça, voilà. Je pense que c'est pareil dans tous les départements. Alors, est-ce que c'est pas parce que les artistes sont pas assez techniques? Ils sont paresseux, ouais. Oh, dis donc, tu vas fort. D'accord. Non, c'est pas une question de technique parce que il y a vraiment des problèmes. Des fois, c'est des problèmes, j'ai envie de dire, de base, d'inattention, et c'est vraiment des problèmes qui pourraient être évités. Et plutôt que de chercher, on va directement demander au rig ou à un TD de corriger le problème, alors que ça pourrait être déjà fait. Ça pourrait être facilement décelable par l'artiste lui-même, quoi. D'accord. Mais voilà. Un Donc- jour peut-être ça se corrigera. Mais je pense vraiment pas que c'est une question de technique. Vraiment pas. Oui, c'est peut-être aussi une question de bonne volonté. Enfin, je pense que même au sein de tous les studios, il y aura toujours des gens, enfin, que ce soit les artistes ou plus le côté prod qui vont s'intéresser, et d'autres qui vont un peu moins s'intéresser à la chaîne de production et qui vont se cantonner à leur département et se dire bon bah une fois que moi j'ai sorti mon travail, je m'intéresse pas forcément au reste. Donc par rapport à ça, quelles sont un petit peu les contraintes les contraintes d'un rigueur en production Contrainte parent, contrainte point. Oh, voilà. Ça fallait qu'on la voilà. fasse. Eh oui, non, mais Fallait qu'elle bien soit sûr, faite, il fallait qu'elle soit faite. Vector, si tu veux. Les contraintes, pour nous, les contraintes, tu parles d'un cadre générique ou moi là, par exemple, ce que je vis aujourd'hui, tu vois, par exemple. Ouais, alors on va peut-être tu peux parler de ton expérience, mais je pense que de manière générale, je pense qu'il y a pas mal de rigueurs qui vont s'identifier à ce que tu vas dire très prochainement dans ce micro. Pour moi, la principale contrainte aujourd'hui, c'est que on est un petit milieu, on est peu et on se retrouve bien souvent surchargé, peu importe la prod dans laquelle on est. Enfin, moi d'expérience, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, qu'on était bien souvent pas assez et qu'on avait une grosse charge de travail et que finalement on pérennisait pas assez ce que je vous parlais de développement par exemple tout à l'heure. Ça c'est bien quand on a le temps de le faire. En réalité, on bénéficie pas toujours de ce temps-là. Et du coup, malgré tout, on refait beaucoup les choses. Et ça, voilà. Pour moi, la principale contrainte, c'est le fait qu'il y ait peu de gens sur le marché aujourd'hui qui veuillent être rigueur. Mhm. Après, l'avantage aussi, malgré tout, c'est que pour ceux qui en font, vu que c'est un métier recherché, c'est plus simple d'aller un peu où on veut. D'accord, mais pardon, tu voulais poser une question, Paz? Non, du coup, de ce que tu nous expliques, on peut dire aux jeunes qui sont encore dans les écoles, le marché du travail, il est plutôt ouvert au métier de rigueur, puisque c'est un métier qui court peut-être pas trop les rues. Qui court moins les rues. Le problème, c'est que souvent, quand on rentre dans une école de 3D, par exemple, en général, on va dire qu'il y a 2 pistes. On veut être animateur ou on veut être compeur, lighter. En général, c'est les 2 pistes. Et le reste, après, ça évolue un peu. Il y a des mecs qui vont plus se sentir sur la mise en scène et qui vont partir sur le layout ou voilà. Mais rigueur,
on se dit pas, je veux faire une école de 3D pour être rigueur. Clairement, ça court, il y en a, hein, mais ça court pas les rues, quoi. Et fatalement, ça jouit d'une tellement faible, comment dire, pas notoriété, mais ouais, c'est un métier qu'il y a pas grand monde qui a envie de faire parce que pas connu. Voilà, et puis ce qu'on disait à l'image finalement, ça se voit pas. C'est pas comme une mise en scène qu'on peut voir. C'est pas comme l'animation qu'on peut voir. C'est moi qui ai fait le FX voilà, quand ça pète ou un truc. Là, bon, on a des déformations. On dit waouh, quand même, le doigt bouge vachement bien. Non, non, on peut se dire après sur un facial, c'est super bien animé, mais on va se dire c'est super bien animé. On va pas se dire c'est super bien rigué. C'est super bien rigué. Il y a quelques petits, j'ai pas d'exemple en tête là qui me viennent à l'esprit, mais il y a sûrement quelques films que j'ai pu voir où je me suis dit ah chouette le rig. Transformers. Ouais non, ça sentait trop le cheat. Mais le cheat ou le cheat? Le cheat. Le cheat, oui. Mais bon, soit dit en passant, tout rig, ça veut dire truqué, donc. Ah bah voilà, on y arrive. On y arrive. Et, bande d'escrocs. Mais non, oui, il y a toujours, il y a quelques films où j'ai pu me dire, ouais, le rig était vraiment cool. Mais c'est vrai que j'essaie de faire abstraction de ça quand je regarde un film. Et du coup, est-ce que tu penses que les écoles, justement, tu parlais des écoles, etc., ouais. Mais est-ce que tu penses que les écoles, elles forment bien au rig? Alors même si parce que c'est pas couru, parce que c'est pas voilà, c'est pas un métier bankable. Enfin si, c'est bankable en plus parce que ah oui non totalement. Vu qu'il y a peu de personnes, du coup on se les arrache à prix d'or, mais c'est pas sexy quoi. Ah bah sur la brochure oui, quand tu visites une école de 3D, je pense pas que le rig soit le département qui est peut-être le plus mis en avant. Oui, ça, il faut être honnête avec ça. Non, c'est sûr. Ce que je voulais dire tout à l'heure, quand je disais il y avait les deux grandes pistes, que j'avais pas fini, mais je rebondis aussi sur ce que tu dis. Les deux pistes sont super artistiques. Et je pense que la majorité des gens, du coup, qui viennent en école, ont quand même un énorme bagage, ont un bagage artistique, mais c'est ça vers quoi ils veulent tendre. Et c'est vrai que l'aspect artistique dans le rig est quand même, ne se voilons pas la face, très limité. Et du coup, forcément, ça attire pas, c'est pas glamour, c'est pas sexy comme métier. Et du coup, fatalement, les étudiants vont plus se diriger vers les autres corps de métier, vers les autres corps de métier. Pour rebondir sur ta question de l'école, est-ce qu'aujourd'hui est-ce que c'est bien enseigné, oui. Est-ce que c'est bien enseigné? Alors, ça fait longtemps que je suis pas allé à l'école, donc ça serait dur de répondre à cette question, mais de ce que je vois des étudiants qui sortent, je pense que aujourd'hui, les étudiants qui sortent ont des bases solides, donc il y a des intervenants qui sont pour la plupart encore dans le domaine qui sont encore en production, et ça je pense que pour une école c'est la meilleure façon de former ses étudiants, c'est d'avoir des gens qui sont, comme je vous le disais, le rig c'est des technos qui évoluent constamment, donc il faut être en production pour ou alors vraiment bosser chez soi le soir après être prof à l'école. Mais je pense que pour être bon prof de rig à l'école, il faut toujours avoir un pied en production. Et j'ai quand même la sensation qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas, qu'il y a des intervenants qui viennent, qui ont toujours un pied en production et qui forment sur des masterclass les étudiants au moins aux bases solides qu'on attend d'un rigueur. Mais je pense que avant tout, c'est l'étudiant lui-même qui a la fibre ou pas et qui va la développer, et il va pas se dire un beau jour en voyant son prof de rig c'est génial, c'est ça que je veux faire. C'est la fibre, il va la sentir et il va se dire ok, j'ai envie de chercher par moi-même, ça m'intéresse, et à partir de ce moment-là, il va prendre la voie du rigueur. Et je pense que c'est plus un truc qui va entretenir de lui-même, plutôt que quelqu'un qui va lui dire ah toi sur le film de fin d'année on n'a pas de rigueur, j'aimerais bien que ce soit toi. Ça va le faire chier, et alors qu'il voudra faire de l'anime. Voilà.
D'accord. Et comme tous les autres départements, c'est un métier passion, ne l'oublions pas. Ah mais oui, bien sûr, bien sûr. Comment tu penses que le métier, justement, tu parles d'être toujours à la page, etc. Comment tu penses que le métier va évoluer? Ou qu'il évolue, ou qu'il va évoluer? Alors, Est-ce que... L'avenir du rig. Parce que finalement, enfin, j'avais envie de te poser la question tout à l'heure, quand on a fait un personnage, on les a tous faits. Enfin, un rig de personnages, on les a tous faits. Mais du coup, comment ça évolue et comment tu penses que dans les... il y a une bonne partie, je pense, qui va être de plus en plus automatisable. Et du coup, c'est là où, fatalement, il y aura de moins en moins besoin de gens. Mais malgré tout, peu importe la prod sur laquelle on bosse, il y a toujours des éléments qu'on ne pourra jamais automatiser, quoi qu'il arrive. Donc, on aura toujours besoin de rigueur dans ce type de chaîne de production. Full CG, on aura toujours besoin de rigueur, ça c'est sûr. Maintenant, je pense que c'est un peu comme tous les métiers de la 3D. C'est voué aussi à... Là, il y a beaucoup de demandes parce que c'est en plein essor, c'est en pleine explosion. Mais je pense qu'à terme, il y aura c'est peut-être pessimiste comme vision, mais on peut pas lire dans l'avenir, je sais pas. Mais moi, voilà, boule de cristal rigué. J'ai pas encore rigué le bout de cristal, j'avoue. Mais moi, c'est comme ça que je le vois, c'est que au final, on va avoir de moins en moins besoin de rigueur en tant que tel. On va avoir besoin de beaucoup plus en plus de développeurs, mais pas de rigueur, je pense. Plus de TD rigueur que Voilà. que de rigueur en eux-mêmes. Ouais. À cause de ce foutu autorig. Voilà. Que vous développez. Mais oui, vous vous tirez une balle dans le pied, en fait. C'est ça, on scie la branche sur laquelle on est assis. Skynet est de retour. Mais bon, il y a quand même encore de longues années avant que ça arrive. Hein. On est tranquille quand même. Vous mettez des bugs dans le code et tout Oui, ça, voilà, ça va. On fait ralentir quand même, évidemment. On scie qu'à moitié la branche. Et c'est pour ça que les artistes râlent derrière. Ouais. C'est une chaîne de production. On est d'accord, tout est cyclique. Là, on va peut-être être encore un peu plus technique, vu que mon petit Guillaume, tu nous as confié ton côté un peu plus technicien que artiste. Moi, j'avais une question assez spécifique. Sur les écrans, on voit à l'heure d'aujourd'hui beaucoup de CG, donc beaucoup de travail sur ordi, images de synthèse, VFX, etc., etc. Il y a eu une époque où on avait encore, je pense par exemple à ce bon vieux Jurassic Park avec des super animatronics de dinosaures. Par rapport à ton métier de rigueur, est-ce que toi, tu serais capable de transposer ton métier du virtuel au réel? C'est-à-dire être capable de construire un squelette sur un animatronics où ça n'a strictement rien à voir. Une vraie marionnette, quoi. En fait. J'avoue que je me suis déjà posé la question, parce que c'est un truc qui pourrait être super jouissif. Mais j'ai jamais pris le temps de m'y mettre. Mais dans l'absolu, aujourd'hui, tu parles même juste avec des Lego techniques ou des trucs comme ça, tu peux déjà faire des trucs monstrueux. Donc oui, finalement, notre métier, si tu veux, déjà la nature humaine l'a déjà faite. Puisque notre corps au final, on fait que copier aujourd'hui, par exemple sur un personnage, on fait que copier ce que la nature humaine a déjà fait. Mais si tu regardes, je sais pas ce qui se passe à Boston Dynamics ou quelque chose comme ça, c'est déjà des trucs qu'ils sont en train de faire. Mais moi personnellement, je sais pas si j'aurais la patience de le faire autrement que sur le soft. Je sais pas si vous aviez entendu parler de ça, c'est un truc qui se faisait pas mal il y a peut-être une dizaine d'années. C'était plus un truc de rigueur, hein, c'est un petit jeu geek. En gros, ça s'appelait Mailbot Wars. Mail pour le mail, le langage mail. Bot comme un bot, et une guerre
une guerre de bots. Ce qui se fait aujourd'hui dans des arènes avec des mecs télécommandes qui se combattent. Enfin voilà, vous voyez le truc. Un petit peu ce qu'on voit dans Big Hero 6 d'ailleurs. Dans le film où ils font des combats de robots. Je l'ai pas vu, mais ok. Ouais, Voilà. Pour ceux qui l'ont vu, ils auront la référence. Ouais, bah voilà, nous c'était ça avec donc en ligne de code en mail, on développait des petits robots qui devaient avoir un certain poids et qu'on faisait se combattre en ligne de code dans Maya. Et voilà, c'est un truc que je sais qu'on avait essayé de monter avec d'autres, avec des équipes dans lesquelles j'ai été par le passé. Et voilà, je suis jamais allé plus loin que ce step-là, donc ça restait quand même interne finalement à ce qu'on fait déjà aujourd'hui, quoi. Mais le faire en réel sur du vrai matos, à part des Lego techniques, là où je suis pas allé plus loin. Les mécanos aussi. Super les mécanos. Moi, j'en garde un très bon souvenir quand ouais. j'étais gamin, les mécanos là, puis Oui, finalement, vous faites du mécano. Quoi. c'est ça. C'est complètement ça. Bravo. Là, on est des grands gamins. Hein. Je précise qu'ils ont aucune notice. En plus. Elles sont dures les notices des mécanos quand même. Mince, quoi. Et alors voilà, tu nous parlais, tu nous disais tout à l'heure. Je vais rebondir un peu sur ce que tu disais. C'est est-ce que tu as une déformation professionnelle quand tu regardes des films? J'essaye de pas en avoir parce que avant tout, je veux juste regarder un film pour regarder un film et c'est marrant parce qu'au final, je m'attache beaucoup plus au scénario. Je crois que c'est le truc qui me touche le plus, peu importe la qualité visuelle du film. Et bon, là, je parle essentiellement de films full CG ou quoi, mais c'est valable peu importe pour du live avec du FX ou quoi que ce soit d'autre. Mais je m'intéresse beaucoup plus finalement à la partie narrative que à l'aspect technique. Je bouffe tellement du technique toute la journée que à la fin de la journée, quand je mate un film, j'ai juste envie de décompresser, de m'intéresser à ce que j'ai pas l'habitude de regarder. D'accord. Donc pas de déformation professionnelle, à dire c'est quoi ce rig de merde, ça m'arrive, machin. non, ça non, ça arrive sur de la série low cost, mais On ne donnera pas de nom, merci. Jamais. Mais non, à la limite, je vais plus être surpris par des quand je vais voir vraiment un truc cool. Je vous disais tout à l'heure, j'ai pas d'exemple précis là, mais quand je vais vraiment voir au ciné ou devant ma télé un truc où je me dis ah putain le rigueur là il a cartonne quoi. Les déformations sont chouettes. Alors bon, il y a peut-être après des petites passes de baguette magique derrière, mais en tout cas ça fait un super résultat et c'est cool. Mais c'est assez rare. D'accord. Bon, ça va alors. Ben moi je vais rebondir sur ce qu'on parlait tout à l'heure donc par rapport au métier de rigueur, que c'est à l'heure d'aujourd'hui c'est quand même assez difficile de trouver des gens. Moi je voulais savoir un petit peu pour ceux qui nous écoutent et les futurs juniors qui nous rejoindront un peu partout sur les prods. Est-ce qu'il y a un pays où la demande en rig est plus forte qu'ailleurs? Alors déjà peut-être on peut parler de la France, mais je pense que ceux qui nous écoutent, c'est pas un secret qu'il y a quand même le Canada qui depuis quelques années est devenu un petit peu l'Eldorado où tous les artistes vont tenter leur chance. Donc est-ce que par exemple au Canada il y a une plus forte demande ou en France ça reste aussi quand même bien, le marché est quand même bien ouvert ou... D'expérience, et je vais faire de la pub pour un site internet de comment on appelle ça, de recrutement, non? Voilà, de recrutement. Vous jetez le nom peut-être. Hein. Vas-y, balance. Ça donne des pistes. Ça donne des pistes. Ouais, donc sur LinkedIn, j'avoue que moi dans toute mon expérience, à partir du moment où j'étais sur LinkedIn, et puis c'est allé de plus en plus au fur et à mesure de l'expérience, j'ai toujours eu des offres de boîtes à droite, à gauche,
dans n'importe quel pays, que ce soit, comme tu disais, au Canada, en France, aux States, en Angleterre, ou même en Australie. Peu importe, il y a, ou même en Asie, hein, c'est vrai que c'est... Ne soyons aussi en pas expression. sectaires. Voilà. Ou même en Asie, on a tout, enfin, moi personnellement, mais c'est pareil pour la majorité des rigueurs, comme on est assez peu, je pense que ça tourne, doit être un département qui est plus amené à bouger que les autres. Et fatalement, suivant les besoins de prod, bah, comme la production n'a pas forcément une équipe de rigueur énorme, bah oui, on est toujours sollicité à droite à gauche. Après, j'ai pas la sensation que alors oui, un petit peu plus en ce moment le Canada, mais qu'il y a un pays particulièrement qui disent moi je veux des rigueurs, et puis voilà. C'est pareil pour tous les corps de métier, je pense. C'est à un moment donné, il y a là aujourd'hui le Canada, ça explose, il y a toutes les boîtes qui sont comment dire, financièrement très alléchantes, qui fatalement bah, font du pied, et c'est pas que les rigueurs, c'est un peu tous les corps de métier, comme vous le savez Aussi. aussi. Alors toi, est-ce que tu as été amené à bouger dans ta carrière? Parce que tu nous as dit que tu avais plus de 10 ans de carrière, mais du coup, qu'est-ce que tu as fait pendant ces 10 ans? Ben moi... Du rig. Merci. Mais encore. Pour le coup, comme j'ai dit au début, je suis resté une bonne dizaine d'années à Illum. J'ai Donc chez MacGuff, ouais. Chez MacGuff. Pour ceux qui savent pas, moi, chez Méchant. Les Mignons. Voilà, les Mignons et... les Dr Seuss, voilà, les Lorax et autres. Lorax, les Pets, Sing et autres joyeusetés. Je suis resté parce que moi c'était pour des raisons personnelles, c'est parce que j'avais pas envie de bouger, parce que j'avais ma famille et qui était sur Paris, tout le monde était là, et du coup j'avais pas envie de partir forcément à l'étranger. Et puis bah c'est somme toute pour moi une expérience qui m'a construit, qui m'a forgé, qui a fait le rigueur que je suis devenu aujourd'hui. Et non, je regrettais absolument pas d'être resté pendant ces 10 ans là-bas, même si fatalement avec du recul, enfin même pas avec du recul, on le sent quand même, à trop rester dans une boîte, on finit par stagner. Et ça, bah c'est quelque part c'est un problème, et c'est ce qui m'a fait me dire il est temps de partir, parce que là t'évolues plus et t'es en train de perdre finalement la fibre qui fait toi. Ce que je disais tout à l'heure, d'être un rigueur, c'est de toujours vouloir aller de l'avant, apprendre des nouvelles choses. Et quand on est sur une structure qui fonctionne et qui est peu amovible, eh ben on s'enterre, et ça, c'est pas une bonne chose. Donc je pousse tous les graphistes qui font du rig, et même autres départements, à pas s'enterrer trop longtemps dans une même boîte, à moins que la boîte vous offre la possibilité, d'évoluer, de grandir, et de toujours pouvoir finalement être vous faire plaisir, puisque c'est quand même le but dans notre métier. On bosse pas à la mine, on a un super métier, et c'est ça qui est cool, c'est de se dire le matin quand on se lève, j'ai l'impression d'être un gosse qui va s'amuser, on va faire du dessin animé, quoi. C'est quand même top. Donc c'est pas donné à tout le monde, et voilà. Et moi j'invite vraiment les gens à toujours s'épanouir, et si ça passe par changer de boîte parce que on commence à stagner, c'est la meilleure chose à faire. Le jeu vidéo, ça t'a jamais tenté? Parce que dans le jeu vidéo, il faut du rig aussi. Il y a des personnages, il y a des animatiques, il y a des cinématiques plutôt. Il y a Je reste pas insensible aux jeux vidéo. C'est vrai que dans la logique de production que j'ai aujourd'hui, j'ai toujours été dans du film ou de la série. Donc c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Mais pourquoi pas? Je
je joue aux jeux vidéo comme je pense à peu près tout le monde. Et ouais, c'est toujours un univers qui m'a fasciné, mais ça me fascine moins que le précalculé. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis, mais je ne dis pas non à un jour faire du jeu vidéo. C'est si un jour, ce que je vous disais, je ressens la sensation de stagner dans l'animation précalque, et ben pourquoi pas. D'accord. Et est-ce que tu penses que dans le jeu vidéo, vu que t'es joueur, et que enfin, je sais pas si tu joues beaucoup, si t'es un hardcore gamer, C'est comme on un dit, vrai geek. Il faisait des parties de bots, là, à programmer des robots à se battre dans des arènes. Il l'a dit. Il l'a dit. Est-ce que tu penses que justement les rigueurs sont moins, et là je vais m'autoriser un jeu de mots absolument dégueulasse, mais je l'assume totalement. Est-ce que tu penses que les rigueurs dans les jeux vidéo ont beaucoup moins de rigueur? Rigueur, bien ok, sûr. c'est bon. Donc sont moins rigoureux en fait dans le jeu vidéo que dans le précalculé, enfin dans la série. Merci. Alors là, c'est une très bonne question. Très bonne question. Parce que moi j'ai remarqué, enfin je suis assez peu joueur, mais c'est vrai que des fois il y a des pénétrations dans les Ouais, là, je pense les que- mèches et tout ça. Il y a des fois c'est limite un peu dégueulasse. Disons que- Quoi. Ça gâche un peu l'expérience. On va dire que les problématiques sont absolument pas les mêmes. Après, j'ai peu d'expérience dans le domaine du jeu vidéo enfin en production tout du moins, pour pouvoir en parler. Mais je pense très honnêtement que ce genre de couac dont tu es en train de parler, ça dépend toujours des mêmes choses. Ça va dépendre de ton budget, ça va dépendre je pense pas que les rigueurs de jeux vidéo, en plus j'en connais, j'en connais un très bien qui bosse dans un grand studio qui a fait un MMORPG pendant des années. Ah, qui a un nom de vent très Voilà, froid, c'est un ça, vent hein, très n'est-ce pas? froid. Voilà, Blizzard. Oh, pardon, je l'ai dit. Hans, si tu nous écoutes, qui je sais qui est très 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 compétent et qui est même bien plus compétent que moi et je pense pas que les rigueurs du jeu vidéo soient moins talentueux ou moins rigoureux que j'aurais même tendance à dire l'inverse. Pourquoi? C'est pas les mêmes problématiques et je pense que tu vois autant du précalque on a toujours la fameuse phrase du on le fera au compo tu vois où t'as une baguette magique où on va te dire ah bah tiens ça on va pouvoir le corriger au close voilà il y a tellement de process précalque et de retouches d'image que finalement s'il y a ce genre de truc dont tu parlais une pénétration ouais, rigole pas, ça va, c'est un mot comme un autre. On est pro, s'il vous plaît. Jusqu'au bout, bien sûr. S'il y a ce genre de problème, merci. S'il y a ce genre de problème, on le corrige derrière. Il y a un autre département qui va venir le corriger et il faut le faire puisque de toute façon, on attend effectivement une image, un produit fini qui soit impeccable. Ouais. Alors que fatalement c'est vrai que dans le précalque t'as toujours des petits trucs que t'as pas forcément pensé en termes dans le jeu vidéo tu veux dire oui pardon dans le jeu vidéo t'as ouais. toujours des collisions que t'as pas forcément anticipées. Après encore une fois j'ai pas la science infuse là-dessus donc je peux pas me permettre de vraiment exprimer un avis véridique quoi mais voilà moi je pense qu'au final les rigueurs sont tout aussi talentueux qu'on peut les avoir dans le précalque. Ok. Et les muscles dans tout ça? Est-ce que c'est le rig qui s'en occupe parce qu'il y a tout à l'heure Pez parlait de Jurassic Park et tout ça, quand on voit les Jurassic World, etc., il y a quand même, enfin les derniers, on n'a pas que de l'ossature, il y a du muscle, il y a des tensions, il y a des nerfs qui apparaissent, etc. Donc ça, est-ce que c'est vous ou pas? Bien sûr, sauf que... C'est une question de béotien, hein, je connais un peu la réponse, mais... Bien sûr, le muscle... alors,
Après, tout dépend jusqu'où on veut aller. Il y a aujourd'hui le muscle, on va dire que moi je parle pour nous en comment ça s'appelle en full CG, donc du cartoon. T'as pas de muscle. C'est pas ce que t'es en train de me parler. Toi, t'es en train de me parler du coup sur du live FX. Donc là, oui, évidemment que c'est nous et il y a du Ziva, du Muscle qui permettent qui permettent aux riggers de justement adapter et de créer du vrai muscle et de la vraie déformation de peau qui épouse le muscle. Et évidemment que c'est le rig qui s'en occupe. D'accord. Et alors, du coup, est-ce que c'est une spécialité de rig ou pas? Je pense que pour être... moi, je suis pas expert de muscle, donc je pourrais... Mais oui, clairement. Là, ça a aussi effectivement un énorme côté artistique. Et il y a clairement des mecs qui savent bien se dépatouiller dans ce domaine-là et qui ne font que ça. Et là, oui, D'accord. c'est une spécificité clairement du rig. Ok. Rassurez-vous, les juniors, pas besoin de forcément pousser de la fonte à la salle pour pouvoir faire du rig sur les muscles. Parlons de juniors. Un ou deux petits conseils pour ceux qui vont débuter. Là, on est courant du mois de mai, donc les fins de promo arrivent à leur terme. Donc, nouveaux juniors sur le marché du travail, ça va postuler, ça va envoyer du CV, du CV et de la démo reel. Alors, pour toutes les bandes démos de rigging... Attention. Oula, on sent un pavé là, on sent un truc là. Non, c'est juste pour vous. C'est vrai que quand on fait un rig, on est content de le montrer de A à Z, mais on voit des bandes démos, mais genre, enfin, je parle juste pour les démos sorties d'école et juniors, de genre doigt qui se plie, de FK, de ça n'a. Mais moi le premier, je l'ai fait aussi. Vous inquiétez pas. Mais c'est juste que on voit ce genre de démo tous les jours. Et en vrai, notre but, c'est pas de savoir si vous savez faire un FK. C'est pas l'idée profonde du rig. C'est plus d'appréhender. Tout dépend de là où vous voulez aller. Moi, j'avoue que j'ai un faible pour quand je vois des mechas ou ce genre de choses. Mais après, tout le monde n'en fait pas, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Mais voilà, focuser sur plus des déformes de facial, des déformes ou alors du mecha. Si vous commencez à scripter, que vous avez fait des tools, faites une démo technique en expliquant ce que ça fait. Voilà, en expliquant vos tools, et c'est toujours bon à prendre. Nous, quand on voit une démo technique avec des interfaces et l'utilisation, on voit là où vous voulez en venir, on voit on voit comment vous appréhendez le rig, la façon les questions que vous êtes posées pour en arriver là où vous en êtes, et voilà, et on va voir tout de suite si vous avez le petit truc, la petite niaque du rigueur. Voilà. D'accord. Et après, de toute façon, sur les démos plus simples, plus simplistes, plus artistiques, là, rien ne vaut de toute façon du shot d'anime où c'est le meilleur truc. Voilà. Le skinning, du coup, c'est important. Je reviens sur le skinning. Le skinning, le graphiste qui voudra, l'artiste rigueur qui voudra se vendre comme un fabrication et donc être plus artistique et donc plus côté skin. Oui, il a tout intérêt à ce que ça soit en mouvement, donc du plan d'anime. Et ça lui sert il peut nous montrer les déformes directement en bougeant son perso, mais il y a rien de mieux pour voir un facial que de le voir expressif et de le voir sur une animation qui est déjà faite. D'accord. Ok, bon conseil du coup. Pour le rigueur pur et dur, qui veut plus s'orienter développement, là du tool, c'est parfait. D'accord. Donc de l'autorig. Ouais, ou des petits modules,
voilà. Ou développement de Node, ou voilà. Si il y a matière. D'accord. Il y a des technos que tu apprécies particulièrement, enfin, je veux dire des outils, des manières des plugins, des choses comme ça, des trucs à plus ou moins utiliser ou pas? Non, les plugins, on les développe. T'as pas écouté ou quoi? T'étais là hier à la réunion ou pas? Tu viens plus aux soirées, Doc. Donc, Non, bah, les plugs, disons qu'après ça, c'est aussi une espèce d'éternel recommencement. C'est que, comme aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de nouvelles structures, de nouvelles boîtes, toutes neuves, il y a beaucoup finalement de choses à construire, à refaire, et on a un peu l'impression, quelque part, nouveau challenge, quand on redémarre dans une autre boîte, nouveau challenge, mais on se dit ah merde, j'ai plus ça, et fatalement on peut pas les ramener, puisque bah voilà, chaque boîte a, et du coup bah on doit recommencer cet effort de finalement, mais au final c'est pas un recommencement parce que on a acquis de l'expérience entre-temps, et ce qu'on a fait, on a la trame, et on va le refaire, et on va le peaufiner, et le penser encore plus précisément. Et du coup, on va faire quelque chose qui est encore plus... qui va être encore plus parfait par rapport à par rapport à notre idée de base qu'on avait 10 ans en arrière, quoi. Moi, par exemple, je prends juste mon cas concret, c'est ce que j'ai fait il y a 10 ans quand je suis arrivé à Guff, et que j'ai construit pendant 5-6 ans. Ben, aujourd'hui, c'est 5-6 ans, même si je repars à zéro quand je suis arrivé ici, cette expérience, je l'ai acquise, et du coup, je l'utilise pour recréer encore mieux ce que j'ai fait il y a 5 ans. Enfin, il y a 10 ans, pour le coup. Mais voilà, bref. Et est-ce que les outils, justement, que vous créez, est-ce qu'ils vous appartiennent ou est-ce qu'ils appartiennent à la boîte? Ils appartiennent à la boîte. D'accord. Après, tout dépend comment. Je pense que ça dépend du contrat. Mais en France, en tout cas, vous signerez tous un petit contrat qui vous dira que la propriété intellectuelle que vous exercez sur votre cadre de travail n'est plus la vôtre. Donc, et c'est pareil pour tous les départements. Oui, mais enfin, vous construisez... Mais c'est pareil pour les développeurs, par exemple, ouais. ou pour les TDs, s'ils sont amenés à faire des tools, des scripts, ça devient la propriété de la boîte. Voilà. Ouais. Ou alors il faut le créer à part, après, créer une copie chinoise de ton outil. T'es en train de me dire, sors les infos de la boîte. Non, pas du tout. Non, mais voilà, parce que ça peut être frustrant de construire un outil, de construire un truc génial et de te dire, si je m'en vais ou si je me mets à mon compte, je ne peux pas l'utiliser, je suis obligé de le recréer, quoi. C'est ce que je disais, c'est que au final, même si tu as créé cet outil, ou peu importe le développement que tu as fait, tu l'as fait dans la boîte, au final tu sais ce que tu as fait. Donc tu peux le refaire chez toi, ça te prendra évidemment du temps à côté, du temps qu'il faut prendre, mais si vraiment c'est par exemple ce que tu dis, tu veux ouvrir ta boîte et monter un autorig comme ça se fait, dédicace à Carlab, et c'est des choses qu'ils ont montées en dehors, mais ils avaient évidemment cette propriété intellectuelle, ils l'ont donnée à leur employeur, mais ils ont quand même toujours fondamentalement, c'est eux qui ont créé ces outils, donc ils savent comment ils ont fait, donc ils ont qu'à les reproduire après de chez eux. C'est comme un ingénieur, quoi. Oui. Okay. Est-ce que tu as des recommandations en termes de bouquins, de sites internet, voilà, sur lesquels ou des tutos, des choses intéressantes qui pourraient intéresser, enfin voilà, qui pourraient être utiles pour que ce soit pour des juniors, pour des étudiants, ou même pour des gens, des mid ou je ne sais trop quoi. Moi, je mets un veto. Tu cites pas YouTube. Ça va être plus dur, là. Oh la vache. Non, j'ai une réponse toute faite pour ça. Oula, attention. Aïe.
Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans les notes de l'émission? Oh, merde. Alors, vas-y. Dans les notes? On t'écoute, tu Guillaume. vas rien mettre. Je te le dis tout de suite. Comme je vous l'ai dit, pour moi, à rigueur, c'est quelqu'un qui cherche. Donc, c'est à vous de chercher. Et aujourd'hui, sur Internet, il y a tout ce qu'on veut. Et c'est vraiment pas compliqué de trouver. Donc, D'accord. ça commence par là. Bah voilà, il nous a cloué le bec, Doc. Je veux dire, il n'y a pas un truc, je sais pas, de se dire, prenez des bouquins d'anatomie, prenez des Ah, bouquins bien de sûr, kiné, bien sûr, d'ostéo, ou je ne sais trop Bouquin quoi. d'anatomie, c'est toujours bon à prendre. Si on veut s'orienter Cara, si on veut s'orienter, si on veut s'orienter Cara, c'est toujours bon à prendre. Si on veut s'orienter muscle, par exemple, Ouais. dès que ça touche à l'artistique, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de bouquin. Et après, bah forcément, je vais pas faire de dessin pour ceux qui veulent se mettre au dev. Bouquin de Python, bouquin de. Je vous dis maintenant, ça sert plus à rien de faire du mail. Concentrez-vous sur le Python. Et, Sauf pour faire des batailles de bots. ouais, mais ça c'était à 10 piges, donc c'est bon, il y a prescription maintenant aussi. Du coup, non, Python Maya, c'est très bien. Bon, vu que tu veux pas nous balancer des références, Ouais. est-ce qu'il y a quand même moyen de voir ton travail quelque part? Non, t'as... Bah si, tu peux voir mon travail quelque part. Il suffit d'aller sur Netflix ou je sais pas quoi et de regarder les Moi Moche et Méchant, tous les films sur lesquels j'ai bossé. Tu regardes sur LinkedIn, tac, Sur IMDb, t'es sur IMDb? sur MDB aussi. Ouais. Ok. Et du coup, ouais, t'as pas une démo, Ah, ma un démo, mais démo elle en doit- ligne, un site, ma un truc? démo, elle doit dater de 2003, quoi, tu vois. Très curieux de voir ça, tiens. Ouais. Voir si t'as un petit peu évolué, tout ça. Non, oui, bah non, pas vraiment. Non, ma démo est super belle. Je sais même pas si elle est encore en ligne, mais si, il doit y avoir mes films d'étudiants qui traînent sur Internet. Sur, je crois retrouver que ça. crois que Internet c'était- n'oublie jamais. Je crois que c'était sur Dailymotion, un truc comme ça. Oh, c'est beau. Ah ouais, à l'époque, à l'ancienne. Bon. Ah, ça existe encore, Dailymotion? Ah oui, non, Ça bien résiste, sûr, ça oui. résiste. Ouais, ça résiste. C'est juste, À la French c'est Touch. l'interface. Voilà. Bon, c'est un autre débat. Ok. J'aurais envie de poser peut-être une dernière question. Actuellement, ton poste, c'est quoi? T'es superviseur rigging? Je sais pas moi-même. On va dire que je suis senior rigging et que TD. ouais, senior rigging. Senior rigging. Ça va très bien. Et question de, du coup, pas de Madame Belle-Père de Loche, mais question de RH d'il y a 10 ans. Comment tu le vois dans 10 ans? Où tu le vois dans 10 ans et à quel poste? Ah, Pas évident, celle-là. Hein. Et tu m'as cloué le bec, là. Alors, Chacun son tour. C'est une question que je me pose absolument pas, savoir ce que je ferais dans 10 ans. du rig, je me doute bien. Quoique. Intervenant Quoique. dans les écoles, peut-être? Alors, c'est un truc que j'aimerais bien faire, accessoirement. Petit appel du pied aux écoles qui nous écoutent. Monsieur Kinissi. Non, c'est effectivement un truc que j'aimerais bien faire, mais comme je disais tout à l'heure, en intervenant, pas en full time. Je pense que dans 10 ans, à mon avis, je serai toujours en prod. Bon, enfin, je sais pas de quoi demain sera fait, hein, mais je pense que je serai toujours en prod et que oui, si je peux avoir à côté intervenir dans des écoles et former les gens, ouais, je le ferai volontiers parce que c'est toujours important de transmettre son savoir et voilà. Et c'est un truc qui me ferait vraiment plaisir. D'accord. Bon. Que j'ai eu au travers des diverses supervisions que j'ai eu par le passé et que j'ai toujours actuellement, transmettre le savoir aux juniors, aux piou-piou comme on les appelle. C'est toujours enrichissant et pour eux et pour nous. Et voilà. Cool. Donc voilà. Ok. Bon, bah, très bien. Merci. Belle interview. Bah écoute, Doc, moi j'avais une petite question, c'est une pas fini encore. C'est dernière pas encore petite fini. question bonus, ce qu'on a parlé de production pendant toute cette émission sur ton métier.
Donc qui dit production, litre de café, sauce tomate de part de pizza sur les claviers, Tout à fait. apéro du vendredi soir et j'en passe et des meilleurs. Tu sais. 10 ans de carrière à Illumination MacGuff. Je pense que tu dois bien avoir une petite anecdote, un petit souvenir de prod qui t'a marqué sur ces 10 ans et qui pourrait être assez drôle de nous raconter sans vraiment s'étaler pendant des heures, mais un petit truc qui t'a marqué et qui, je vois, te fait sourire. Ouais. Eh ben, un truc qui m'a profondément, et c'était pas vieux, puisque c'était ici. Et tu vois, ça sera même pas Donc chez Dwarf, pendant mes années de. Je crois que le plus beau, et c'est quelque part quelque chose que je disais quand il faut pas, faire du rig, ça veut dire pas de gloire. Et le plus beau rapport que j'ai eu avec, que j'ai trouvé vraiment, pour moi, pas émouvant, mais qui m'a touché, c'était avec Glenkin donc on peut dire. Grand animateur, oui. Sur la, bah oui, de toute façon, c'est ça. Sur Trash Truck, sur la série Trash Truck. Qui va sortir sur Netflix. Quand donc. il a fallu faire le camion et le rig du camion et que il me dessinait tout le facial des yeux pour que j'arrive. Enfin, c'était cette communication et cette gentillesse et avec son fils Max, cette communication qu'on a eue, c'était vraiment vraiment cool d'avoir ce rapport avec un aussi grand monsieur. Et c'est quelque chose que j'ai rarement eu l'occasion d'avoir pendant toutes ces années. Et ouais, c'est un truc qui m'a. C'est pas une anecdote croustillante comme tu l'attendais ou quoi que ce soit, mais c'est un non, truc. mais je pense que c'est un très beau souvenir. Mais Ouais. c'est un truc et pourtant qui n'est pas vieux, mais qui m'a vraiment touché, qui était vraiment super enrichissant. Voilà. Qui respectait ton métier, qui respectait la manière. Qui était très bien au fait de quelles étaient il avait ses contraintes et on avait les nôtres et le tout c'était de trouver un cheval de bataille pour aller au mieux vers la direction artistique qu'il voulait mettre en place et c'était super intéressant. Voilà. Cool. Et du coup alors le mot de la fin de cette interview, on te le laisse. C'est fou ça. Ben faites du rig parce qu'on en manque cruellement et puis c'est un chouette métier et on bosse pas la mine. Voilà. Eh ben voilà. Et le dernier mot, ça sera bonsoir du coup. Eh ben, bonsoir à toi Guillaume. Merci de nous d'avoir pris le temps de répondre à toute cette petite série de questions. Maintenant tu peux retourner bosser hein, parce que s'il te plaît. S'il te plaît, voilà. Voilà. On a eu une question enfin. Puisqu'on vous en demande. Alors n'hésitez pas, bien évidemment, je me permets du coup de rebondir là-dessus. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à nos invités, que ce soit Arnaud du matte painting concept art, Nicolas du modeling, et là maintenant Guillaume, pardon, il est tard. Je viens d'arriver, mais quand même, tu pourrais faire un effort. Comment vous appelez déjà donc Guillaume du Rig. Si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas par tous les biais, le mail, etc., le Twitter. On a une page Facebook maintenant. Moderne, s'il vous plaît. Voilà, de poser des questions, on leur pose et on y répond. Et donc on a eu une question. Incroyable doc. Mais alors pas du tout sur nos invités, mais sur nous. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi nos métiers ? Puisque nous sommes présentateurs, mais on est aussi professionnels du métier. Et du coup, c'était « Mais vous faites quoi comme métier ?» Alors du coup, Pez, c'est quoi ton métier ? Bah moi, je suis lighting artiste. Donc actuellement en production aussi chez Dwarf Animation. Et je travaille sur le même projet que Guillaume, à savoir la série Trash Truck pour Glenkin Productions. Et ça consiste en quoi On y reviendra. On aura dans une un interview. prochain numéro, mais exactement. Qui dit lighting, plus tard. dit lumière, et non, on fait pas que changer les ampoules. T'as fait quoi pour en arriver là? Voilà. Alors Bibi qui a participé donc aux 3 premières émissions, mais on a peut-être des projets avec lui. Il est peut-être pas si loin que ça. Ouais, on va juste traverser l'Atlantique. C'est rien.
à la RAM, à la Nage ou à dos de Skype. Donc Bibi, lui, est toujours TD et surtout Pipeline TD dans son dernier poste. Et pour ma part, moi, je fais du layout. Voilà, superviseur layout sur d'autres séries. Bah, sur une série actuellement sur Monchichi qui passe sur TF1. Super Voilà. série. Mais si, série, en plus, c'est joli, s'il vous plaît. Très très joli. Ouais. Voilà donc pour notre petite partie pour répondre à cette question. Et on remercie Justine d'ailleurs pour cette question. Voilà, et ben on a terminé cette émission bien dodue et bien très intéressante en tout cas sur le rig. Et le rig n'est pas si chiant que ça. Parce que ça peut paraître. On a exactement démystifié. Ouais. Limite, tu m'as donné envie, dis donc. Eh ben Ouais. mais j'espère Ah bien. ouais, Mais non, en fait. Je vais en parler à Olivier, tu vois. Voilà. Bon, ben super le doc. Donc n'hésitez pas à nous, donc comme je vous disais, à nous joindre sur le mail CG White Podcast. Non, pardon. Oui, CG White Podcast. Ah, je vais dire n'importe quoi. CG White Podcast @gmail.com .net. Bon, vous aurez dans les notes de l'émission. On a le Twitter @CGY Podcast cette fois-ci. La page Facebook c'est CGY au CGY Podcast toujours. Et puis voilà les commentaires de l'émission et faites tourner autour de vous. Faites si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés par l'émission, n'hésitez pas. Si ça vous plaît, partagez-le. Et merci Pez de ta première co-animation, c'était un réel plaisir et nous allons continuer les prochaines émissions. Ben bien sûr, oui là, ça y est, on est parti. Je m'arrêtais. Ouais, j'étais déjà en train de penser à la bière là que je vais boire, mais. Doc Pez, vous pouvez nous dire ce sera quoi le prochain poste? Alors le prochain poste, justement, bah tu en parlais tout à l'heure, puisque tu disais qu'il y avait un département qui se passait quasiment en parallèle. Le surfacing. Surfacing texturing, donc ce sera notre prochaine interview. Voilà. Merci à vous, merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. Et à très bientôt. À bientôt, ciao, bye bye. Merci Bisous, Guillaume. Ciao.